à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre actualité monégasque. En ouverture de ce journal, nous partirons à New York où tous les États membres de l'ONU sont actuellement réunis pour une réunion de haut niveau sur l'éradication du sida. Nous assisterons à une conférence dédiée à la Journée mondiale des océans dans le Var. Nous poursuivrons notre série de reportages consacrés au colloque des rencontres philosophiques. Et pour terminer, nous vous présenterons une nouvelle exposition signée Claude Gauthier. Mais avant de développer ces titres, cette transaction rendue publique dans la journée de jeudi, elle concerne l'État monégasque et le groupe TF1. Sandrine Nègre vous livre tout de suite plus de détails. L'État de Monaco échange les parts qu'il détient au capital de TMC en contrepartie d'une montée au capital du groupe TF1. Concrètement, il s'agit de 20% de parts dans TMC en échange de 1,1% de parts dans le capital du groupe TF1. Un groupe qui comprend aujourd'hui, je vous le rappelle, plusieurs chaînes en clair. TF1 bien sûr, mais aussi TMC, NT1, HD1 et la chaîne d'information en continu LCI. Cette transaction se fera donc par échange d'actions et ne modifie en rien le fonctionnement actuel de la chaîne TMC, dont le siège et les activités se trouvent à Monaco. Je vous rappelle que plusieurs personnes travaillent ici sur le sol monégasque. Pour Monaco, c'est l'opportunité de s'associer au développement d'un groupe audiovisuel de dimension internationale et au savoir-faire multiple. Et direction New York, à présent, où tous les États membres de l'ONU sont actuellement réunis pour une réunion de haut niveau sur l'éradication du sida. La princesse Stéphanie, présidente de Fight8, a pris la parole à la tribune des Nations Unies pour faire entendre la voix de la principauté très engagée dans ce combat mondial. Un reportage de Patricia Navarro et Olivier Bonello. Il y a encore quelques années, la disparition un jour du sida semblait utopique. Aujourd'hui, en 2016, l'objectif d'éradiquer le virus d'ici 2030 apparaît plus que jamais possible. L'arrivée de nouveaux traitements et de nouveaux outils de prévention conforte cette hypothèse. Et pour y parvenir, les États membres de l'ONU se mobilisent et débattent à New York des moyens à mettre en œuvre. D'abord, moi, je pense qu'il est très important de dire au monde que la solidarité globale nous a aidés à faire la différence. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années de cela, il n'y avait aucun espoir. La plupart des pays africains, dans les hôpitaux, lorsque je voyageais, étaient remplis de gens qui mouraient sur leur lit. La conspiration du silence était un peu partout. Personne ne voulait accepter que cette maladie, elle existait. Aujourd'hui, on a brisé cette conspiration et je pense que le monde ne devrait pas permettre de revoir ces visages malheureux de ces personnes, surtout à un moment où on est en train de gagner complètement la transmission de la mère à l'enfant. On voit des générations nouvelles naître sans sida. C'est extraordinaire ce qu'on a eu comme expérience ces dernières années. Et je tiens à remercier bien sûr la princesse Stéphanie. Elle s'est associée à ce combat dès le début. Elle a toujours voulu se battre contre la stigmatisation, la discrimination. Elle était avec nous un peu partout. En Afrique du Sud, lorsqu'il y avait le déni, pour nous aider à faire en sorte que l'Afrique du Sud change. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un modèle pour nous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la fin du sida. Est-ce une perspective à portée de main ? Réussirons-nous sans vaccin à la force de notre seule volonté ? Je veux le croire, oui, au regard de tout ce que nous avons réalisé en quelques décennies. Mais il est également temps de se mobiliser de nouveau pour trouver des solutions qui permettront de dire aux générations futures qu'au début du XXIe siècle, l'humanité a éradiqué en quelques décennies et sans vaccin une maladie meurtrière.
À Monaco, la princesse Stéphanie s'est engagée dans ce combat contre le virus du sida depuis de nombreuses années. À la tribune de l'ONU, elle a tenu à rappeler la nécessité d'une volonté collective et à saluer les avancées notables enregistrées. Elle a également pu s'entretenir avec le secrétaire général des Nations Unies, un moment privilégié au cours duquel Ban Ki-moon a tenu à la remercier pour son engagement en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'ONU-SIDA. La princesse a beaucoup insisté sur, comme l'a d'ailleurs fait le secrétaire général, sur le contact avec les personnes atteintes du VIH-Sida. Et au-delà de la prévention, ne pas oublier les personnes qui sont malades, qui malheureusement continuent à être isolées. Et c'est auprès de ces personnes que la princesse souhaite s'investir, en plus des jeunes générations, pour éviter que de nouvelles personnes soient contaminées. Le premier enjeu de la réunion de haut niveau de l'ONU sur l'éradication du sida est financier. 7 milliards de dollars seront nécessaires pour accélérer les actions d'ici les 5 prochaines années, gage indispensable pour faire disparaître le virus en 2030. Cette réunion s'achèvera par l'adoption d'une déclaration politique qui permettra donc de définir les objectifs de l'ONU-SIDA pour la période 2016-2021. Et une étape importante est attendue en 2020, le fameux 90-90-90. 90% des personnes vivant avec le VIH devront connaître leur statut sérologique. 90% des personnes touchées devront recevoir un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes bénéficiant de ce traitement devront avoir une charge virale supprimée. Retour en France, dans le Var, plus précisément pour la Journée mondiale de l'océan des Nations Unies. À cette occasion, le Fonds français pour l'environnement a organisé une conférence en partenariat avec la Fondation Prince Albert II et la Fondation Tara Expédition. Une équipe de Monaco Info était sur place. Le récit de Fabien Bonilla. Le rôle des écosystèmes marins et côtiers dans la régulation du climat. Voici le thème de la conférence scientifique qui a été organisée dans le domaine du Rayol, un lieu atypique. Cet espace naturel protégé du Conservatoire du littoral surplombe la Méditerranée, un domaine en lien direct donc avec cette conférence scientifique, en présence notamment du souverain et de la ministre de l'Environnement du Maroc. Le Maroc qui accueillera la COP22 en novembre prochain. La Journée mondiale de l'océan a été initiée en 1992 à Rio, officialisée par les Nations Unies en 2009 et se déroule tous les 8 juin. Quel meilleur moyen de célébrer cette journée que de parler des océans, de faire le point un petit peu sur leur état et sur aussi les menaces qui sont toujours présentes. On sait maintenant de mieux en mieux quel est le rôle des océans, non seulement dans la régulation du climat, mais tout ce qu'il peut abriter comme biodiversité, tous les services qu'il peut rendre à l'humanité. Et donc je suis très heureux que Madame la ministre du Royaume du Maroc soit ici, présente aujourd'hui, non seulement pour célébrer avec nous cette journée, mais aussi dans la perspective de la COP22 au Maroc, de faire en sorte que les océans aient une large part importante dans les discussions qui auront lieu lors de la COP22 et notamment aussi plusieurs forums et plusieurs conférences sur le sujet. Plusieurs interventions ont eu lieu, notamment celle de Catherine Chabot, navigatrice, journaliste et aujourd'hui déléguée à la mer et au littoral auprès du ministre français de l'Environnement, ainsi que la navigatrice Maude Fontenoy, vice-présidente environnement, mer et énergie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On pense souvent écologie en pensant vert, alors que la vérité c'est que la planète est avant tout bleue et que les océans c'est un trésor pour l'humanité, à la fois pour l'oxygène que cela représente, qui fait respirer nos poumons, que ce soit pour la régulation du climat, que ce soit pour la biodiversité, pour l'alimentation, c'est la marmite de la planète, et puis pour les énergies renouvelables dont elle regorge. Et une conférence comme celle-ci, c'est un moyen de faire parler des océans, de rassembler des scientifiques, de dire combien ce domaine est étudié et combien il est l'avenir. Et donc c'est pousser les investisseurs à aller vers la recherche, vers l'innovation, à redonner une place à la science et aux chercheurs. De nombreux thèmes scientifiques ont été abordés lors de cette conférence, le rôle de l'herbier de Posidonie, les diatomées, moteurs de la pompe à carbone, on a parlé des coccolithophoridés, ainsi que des récifs coralliens, les récifs coralliens aussi importants pour l'environnement que pour l'économie mondiale. Ils représentent plus de 30% de la biodiversité présente dans les océans, donc un nombre incalculable bien sûr de coraux mais aussi de poissons. C'est un rôle aussi économique puisqu'on s'en sert pour faire de la pêche, pour protéger
les terres arables et donc la culture des côtes qui sont protégées par ces récifs coralliens, mais aussi au point de vue touristique, puisqu'on adore plonger sur ces récifs coralliens qui sont magnifiques en couleurs et en faune. À l'heure actuelle, les récifs coralliens représentent une source de vie pour plus de 500 millions de personnes. Donc imaginez qu'il n'y ait plus de récifs coralliens, il n'y aura plus donc de protection par exemple pour les côtes et donc les terres arables ne seront plus cultivées, donc ces gens-là vont mourir de faim. Et si ces gens-là meurent de faim au niveau des récifs coralliens, ils migreront. Et imaginez 500 millions de personnes migrer vers l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis ou l'Europe. Imaginez déjà 2 millions de personnes lors des problèmes qui sont arrivés en Syrie et en Libye. Donc 500 millions de personnes qui migreraient, ce serait une catastrophe économique aussi pour l'Occident. Il faut essayer de préserver des endroits et essayer peut-être de guérir. Alors nous, c'est notre rôle en tant que chercheurs, d'essayer de trouver des solutions biologiques, mais aussi il y a des solutions économiques et donc essayer de préserver ces récifs coralliens. Durant cette journée a été annoncée l'expédition Tara Pacifique, un projet soutenu notamment par la Fondation du Prince Albert II. Cette conférence est achevée par l'inauguration d'une exposition itinérante de photographies sous-marines et d'aquarelles. Et en bref, dans le reste de l'actualité, la médiathèque de Monaco accueille les lycéens pour les révisions du baccalauréat. Dans le cadre de ces actions développées en faveur des jeunes, la mairie facilite leur révision. En effet, la bibliothèque Louis Notari étend ses horaires d'ouverture et propose aux étudiants un accès Wi-Fi. Nous poursuivons notre série de reportages sur les différents ateliers organisés dans le cadre des rencontres philosophiques de Monaco. Ce jeudi, philosophes et réalisateurs se sont penchés sur la relation philosophie et cinéma. Alexandra Pani vous en dit plus. Considéré comme un divertissement populaire à ses débuts, le cinéma obtient ses lettres de noblesse au fil des années. Le cinéma d'auteur, comme certains aiment le nommer, mais également le cinéma dans toute sa globalité, devient un questionnement métaphysique à part entière, par le jeu du mouvement de ses acteurs, mais aussi dans l'écriture des scénarios. La rencontre entre les disciplines de la philosophie et du cinéma était justement au cœur de cette conférence. Je me suis dit, au fond, la vraie rencontre, la rencontre qui précède toutes les infinies histoires de rencontres, la rencontre qui s'opère au cinéma parce que c'est du cinéma et parce que c'est pas autre chose, c'est pas de la littérature ou de la musique, eh bien c'est la rencontre entre des regards. Voilà, c'est ça que le cinéma travaille. Et donc c'est un montage, c'est une greffe de regards qui se croisent. Et c'est ça, c'est une rencontre entre des yeux qui se regardent. Le réalisateur Luc Dardenne a souhaité revenir quant à lui sur la rencontre entre l'œil de la caméra, le jeu de l'acteur et la vision du spectateur. Les personnages que nous filmons, les personnages principaux, échappent au spectateur. Comme dans la vie, vous ne connaissez jamais personne, cette personne vous échappe. Elle existe en dehors de vous. Elle ne peut pas être seulement la réalisation de vos fantasmes. Ou alors ça, vous commencez à la nier et à la détruire. Ça, vous pouvez le faire puisqu'elle vous appartient dans vos fantasmes, alors là, vous en faites ce que vous voulez. Mais sinon, une personne est, comment vais-je dire, extérieure à vous. Elle existe en dehors de vous. Et c'est ça que nous essayons de filmer avec nos personnages de cinéma, qui sont des personnages où le spectateur est en position de fantasmer et de s'approprier le personnage. Mais oui, bien sûr, il se l'approprie. On est dans les conditions pour le faire dans une salle de cinéma obscure, à grand écran. Vous vous identifiez, vous êtes absorbé par le personnage. Bon. Mais à un moment donné, on essaie dans nos films que le spectateur et le personnage soient écartés l'un de l'autre et que le spectateur se dise mais pourquoi elle fait ça, qui c'est, mais c'est moi, je l'aimais bien, mais voilà, elle fait quelque chose que j'aime pas, pourquoi, et je la juge, et puis je dis non, je ne devais pas la juger parce qu'en fait, et voilà, et donc il y a tout un travail, je dirais, moral qui se fait pendant le film. Le cinéma peut alors servir de porte-parole aux penseurs comme une mise en jeu de la conception de l'être, du mouvement et de la réalité. Vous venez de découvrir un reportage consacré à la philosophie et au cinéma. Place dorénavant à la danse et à la philosophie. Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre ainsi que sa fille Charlotte Casiraghi assistaient à l'événement. Les détails dans ce reportage.
Il s'agit de combler l'absence de discours philosophiques dans le domaine de la danse. Longtemps tenues éloignées, les deux disciplines se complètent véritablement aujourd'hui. La première manière de montrer en quoi une telle philosophie peut consister, c'est d'abord d'écouter l'explication d'une série de gestes durant une simple chorégraphie. Après avoir découvert ces tentatives de définition, peut-on dire alors que la philosophie et la danse se rejoignent réellement ? Disons qu'on pourrait l'espérer. Je crois que l'une des vérités, si vous voulez, qui apparaît à travers l'histoire, c'est que la philosophie, entre autres, et puis aussi la littérature ou les arts plastiques, évidemment, ont été dans une sorte d'attente d'un corps nouveau, d'un corps qui pourrait avoir la même intelligence, la même rigueur de pensée, la même plasticité, aussi agilité, que celle que la philosophie peut développer dans les grands textes qui sont les siens. Et je crois vraiment que depuis la fin du XIXe siècle, avec des figures de danseuses comme Isadora Duncan, qui sont d'ailleurs essentiellement des femmes, cette pensée aussi fine, aussi subtile, oui, a trouvé vraiment dans la danse la capacité de développer vraiment des états de sensation, de sensibilité absolument inconnus, mais d'une richesse folle, quoi. Sport, musique, enfance, les rencontres philosophiques de Monaco organisaient un colloque dédié à plusieurs thématiques. Tout au long de l'année, les ateliers proposent, dans différents endroits de la Principauté, une réflexion de haut niveau. Et ce qui est particulièrement intéressant dans les rencontres de philosophie et dans ce colloque que nous vivons en ce moment, ce matin l'éducation, cet après-midi la danse, après le sport, etc., c'est le fait justement qu'on est en train de relier toutes ces activités humaines à travers une réflexion commune qui est la philosophie. La soirée de clôture présentée par l'écrivaine Laure Adler rendra hommage à Umberto Eco. Reconnu pour ses nombreux essais universitaires et philosophiques, l'écrivain italien est surtout connu du grand public pour ses œuvres romanesques. Restons dans le domaine de l'art. Claude Gauthier présentait sa nouvelle exposition intitulée « Charme et poésie de Monaco ». Au Jardin exotique, le peintre monégasque refait découvrir la Principauté avec son regard personnel. Un reportage de Jérémy Ballester. Faire découvrir Monaco, tel est l'objectif de Claude Gauthier. Au travers de 58 toiles représentant la Principauté, le peintre monégasque apporte un regard personnel sur son pays. Je tiens bien entendu à rendre, disons, la Principauté plein de couleurs. Je pense que la Principauté a un certain charme, une certaine harmonie. Et toute cette exposition représente bien entendu Monaco, puisqu'il y a des anciens tableaux au niveau même historique, par exemple sur le Fort Antoine, sur le terre-plein de Fontvieille. Toutes ces choses maintenant qui n'existent plus, mais maintenant ça restera, disons, gravé, disons, grâce à la peinture que j'ai produite moi-même. Avec des toiles montrant des sites disparus de Monaco, cet ancien policier souhaite mettre en avant les richesses du paysage de la Principauté. L'église Saint-Dévote, le Larvoto, le Rocher, autant de sites que Claude Gauthier a mis sur toile pour l'éternité. C'est toute une histoire finalement. Parce qu'on peut regarder autour de nous différentes prises, différents tableaux. L'ancien Fontvieille, le nouveau stade Louis II, et puis certains souvenirs qui nous rappellent le prince Régnier III. Le prince Albert II est d'ailleurs venu pour l'occasion constater le travail de Claude Gauthier et son importance pour la Principauté. Il apporte beaucoup de choses puisque c'est aussi une vitrine vis-à-vis de l'international. Il expose énormément à l'extérieur. Et en fait, de par ces tableaux, il arrive à figer des vues que peut-être on ne verra plus. Charme et poésie de Monaco est exposé jusqu'au 31 juillet à la salle Marcel Kroenlein au Jardin exotique. Les visites sont possibles tous les jours de 9 à 13h et de 14 à 17h. Et voici donc ce que l'on pouvait retenir de votre actualité monégasque. Passons à présent aux prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Vendredi, du soleil avec des températures allant de 20 à 24 degrés. Samedi, le ciel sera très nuageux avec des températures qui resteront supérieures au normal. Dimanche, un ciel assez dégagé le matin sans risque d'averse avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin lundi, du soleil au programme, les températures oscilleront entre 20 et 24 degrés.
Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.